L'œil de l'expert sur RCF Hauts-de-France. Ce soir, une experte pour ce dernier 18-19 en direct. Je suis ravi d'accueillir en studio Thérèse Lebrun, économiste de la santé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Michel. Dois-je encore vous présenter comme président-recteur délégué santé sociale de l'Université catholique de Lille? C'est fini depuis ce 30 juin au soir. Voilà, ça fait donc 3 jours, 4 jours. Dans quel état d'esprit vous avez quitté cette institution? Très heureuse des 49 ans de travail accomplis pour mon université, une belle université qui a bien grandi, s'est bien transformée. Heureuse du chemin accompli, donc sans nostalgie, avec de bons successeurs et certaine qu'elle va continuer sa route. Les universités catholiques me semblent vraiment très importantes, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et j'ai terminé avec une European Summer School d'étudiants venus de l'ensemble de notre fédération des universités catholiques de l'Europe et du Liban, sur justement cet enjeu entre le populisme, la démocratie et l'humanisme. Vous n'avez pas forcément beaucoup parlé de vous, on va parler des sujets qui nous incombent, mais tout de même, rappelons au passage que vous avez été président-recteur de 2003-2012, unique femme mandatée à ce poste en France, puis donc président-recteur délégué santé sociale. De quelle manière est-ce que vous avez accompagné l'évolution et aujourd'hui vous regardez derrière et vous dites voilà ce que j'ai pu accompagner? Alors, il y a le grand projet Humanicité, que je viens encore de quitter. Il y a tout ce secteur santé sociale, avec la joie d'avoir une faculté désormais médecine maïotique, sciences de la santé, donc les sciences paramédicales, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus intégré en matière de soins. J'ai eu beaucoup de plaisir d'accompagner les collègues qui, d'un autre côté, quelque part, nous accompagnent. C'est un travail conjoint. Et puis, j'avais aussi la chance de présider l'association qui porte les services à la vie étudiante. Et donc d'accompagner les jeunes et ceux qui permettent de les nourrir, de les loger, de s'occuper de ceux qui sont en difficulté ou qui ont besoin de soins. Et ça a été aussi une belle partie de la vie, ou l'international. Et je ne rajouterai rien aux multiples éloges, engagement, vision de l'humanité, etc., qui ont marqué ces derniers jours. On essaiera de continuer sur cette voie, parce qu'il y a tant à faire dans le monde. L'actualité tout de même, revenons-y, elle est bien sombre. C'est une sorte de marasme ambiant qui domine l'actualité mondiale, que ce soit à l'étranger, on pense à Gaza, à l'Iran, en passant par l'Ukraine, ou même en France, que ce soit le droit à mourir, l'austérité budgétaire, le rejet des migrants. Bref, quand on regarde l'actualité, les informations tristes, déconcertantes, parfois même assez désespérantes, pourtant pour ne pas être écrasé, eh bien, vous avez choisi ce soir de vous arrêter sur des raisons d'espérer. Oui, parce que vous avez tout à fait raison. Si on s'éveille le matin, on se couche le soir, en regardant un petit peu tout cela, eh bien on se dit le monde vraiment est en train de courir à sa fin, objectivement. Avec toutes les difficultés, avec notre terre qui s'épuise, avec toutes ces populations qui sont rejetées ou qui vont être soumises à l'exil, ne fût-ce que climatique. Et je lisais un texte de Bernard Potvin dans La Croix du Nord récemment, et il disait une très belle phrase: « La motivation de l'espérance est quand elle rencontre une désespérante contextualisation. » Donc oui, on est dans une désespérante contextualisation, et là, la motivation de l'espérance doit être plus forte, c'est ce que j'en comprends, et il ajoute « Nous sommes servis en la circonstance ». Donc je pense que c'est vrai, et je pense qu'effectivement, on n'a pas le droit non plus d'être naïf et de se dire « Mon Dieu, regardons les petites joies de la vie quotidienne, tout ça ira bien ». C'est pas sous cet angle-là que j'avais envie de vous proposer d'aborder cette espérance-là. C'est que, en lisant toutes sortes de choses, je me dis, mais il y a des milliers de belles choses qui sont faites et qui sont fondamentales autour de nous. Et j'ai relevé là, depuis que nous nous sommes quittés, un tas de petits exemples. Ils sont pas petits par leur importance, mais qui nous donnent des raisons d'espérer que l'homme va peut-être se ressaisir. Alors venons-en à ces illustrations des raisons d'espérer. Alors, elles sont très multiformes pour nos auditeurs. Par exemple, on voit que la maladie mentale sort du silence. Ça pourrait paraître une phrase banale. Non, parce que ça veut dire qu'il va bien falloir affronter cela, que ça soit chez les plus jeunes comme chez les plus âgés, et en lien avec des éléments innovants, que sont les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, etc. Mais tout de suite, en même temps, j'ai pris un tas d'exemples du lien social. Je pense que la maladie mentale est en partie liée au fait que l'on manque de lien social. Or, l'appel au lien social se trouve à un tas d'endroits,
Je vois la fête des voisins, je vois les fenêtres qui parlent, toutes sortes de manifestations, toutes sortes de fêtes. Si vous ouvrez les journaux, et je lisais même récemment combien, dans les campagnes, revenait la vie des villageois, le coup de main de voisins en campagne, avec une vie, une imagination, une solidarité autour de ces actions, des talents partagés, des proximités gratuites et fraternelles. Donc tout cela, ça existe. Et c'est pas des contrepoints, mais je me disais, ce lien social, je suis persuadée, je le partage avec vos auditeurs, si on continue à le détruire, alors là, pour le coup, on court à notre perte. Mais pour autant, il n'est pas mort aujourd'hui. Pour autant, il n'est pas mort aujourd'hui, et je me demande même, c'est peut-être mon caractère optimiste, si, désespéré de ne plus voir un humain derrière un comptoir, derrière un service public, parfois derrière désormais un service privé, on nous explique que c'est mieux comme ça, y compris face à nos banques, face à toutes sortes de choses. Voilà, on doit uniquement aller regarder notre ordinateur pour avoir des informations. On est tout seul finalement. Et pour les personnes qui sont toutes seules, qui sont isolées ou même qui ne le sont pas, eh bien j'ai l'impression qu'il y a une recrudescence de ce lien qui peut être lié à ce besoin de n'être pas seul. Nos étudiants nous disent qu'ils sont seuls, même s'ils ont 5000 amis. Vous voyez parfois des éléments humoristiques qui disent « il est mort seul avec 50 000 contacts ». Cette phrase-là, laissons-la résonner en nous. Parmi les raisons d'espérer aussi, le concours Lépine, par exemple, le concours Lépine qui nous offre quelques pépites. Alors des pépites, moi j'ai remarqué, le concours Lépine c'est quelque chose de chouette, parce que vraiment c'est des gens qui ont vraiment de très bonnes idées, mais par exemple, beaucoup de recherches actuellement pour sauver notre planète ou pour sauver les océans. Vous connaissez très certainement, et les auditeurs aussi, l'histoire de ces cheveux qui permettent de protéger les océans. Je suis intimement persuadée que notre Créateur a créé la Terre et les humains, et les animaux et les plantes, de telle sorte que nous puissions nous suffire les uns les autres. L'autre jour, on sait tous très bien que les abeilles, si elles viennent à disparaître, notre Terre ne peut pas survivre. Eh bien, je découvrais que le lombric, qui est parfois ce ver qu'on écrase avec une bêche, il faut surtout le laisser bien tranquille, puisque c'est lui qui permet de régénérer en permanence notre Terre. Il a 200 millions d'années, il est bien plus vieux que nous, et il disparaît à grande vitesse. Donc, toute espèce a une importance. Et c'est vrai de tout ce qui se passe dans les océans, qu'on est en train de polluer et dont certains font des travaux de recherche pour les dépolluer. Les recherches se multiplient. Ça, c'est un bon signal. La recherche, on ne l'arrête pas comme ça. Et donc, quand on met un petit peu tout ça ensemble, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de se réveiller, même si, bien sûr, à d'autres endroits, on a l'impression que ça recule. Donc là, vous nous rassurez et vous nous dites, prenons du recul. Des métiers indispensables aussi qui trouvent leur place sur les réseaux sociaux. Oui, je lisais l'autre jour l'interview d'un éboueur qui était passionné par ce qu'il faisait, extrêmement sympathique, et qui disait, je cite, « Nous sommes simples, naturels et vrais. Les internautes aiment voir des gens qui leur ressemblent. Ils en ont assez des personnalités factices qui affichent leur quotidien à Dubaï, alors qu'elles devraient donner l'exemple. Notre succès montre qu'il faut rester optimiste. Il est possible de tirer du bon des réseaux sociaux. Grâce à eux, je me suis épanouie. » Je me dis, ce monsieur, il a tout compris. Il est tout à fait moderne. Il est éboueur et chapeau bas. Ça nous dit quoi, ce genre de réalité? Avec le lien social dont vous parliez tout à l'heure, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend qu'il n'y a pas des grands et des petits. C'est ce que j'ai essayé de vivre dans ma vie professionnelle. La dame qui accueille, qui a bien entretenu nos locaux, ou le président recteur qui reçoit des personnalités, et toute la gamme intermédiaire, eh bien, tous nous avons notre rôle à jouer. C'est pour moi la parabole des talents. On n'a pas reçu tous les mêmes talents. Moi, je serais sans doute incapable, je n'ai déjà pas porté une poubelle, de pouvoir faire le métier d'un éboueur. Mais si l'éboueur ne m'aide pas à faire mon métier, ou la dame qui vient travailler chez moi, ou ceux qui suivent nos petits-enfants à l'école, au lycée ou au collège, eh bien, ça ne serait pas possible. Et donc, c'est bien cette union de tous les humains qui permet d'avancer, à condition, bien entendu, que le social suive. Ces élans, ils se traduisent également parfois par des élans de générosité. Des générosités, par exemple, on peut soutenir des associations, on peut donner à des associations. Je crois que vous aussi, vous participez. Alors, oui,
Et nous en connaissons beaucoup. Alors déjà, nos étudiants, ça peut paraître étonnant, mais il y a des centaines d'associations à la Cato de Lille. Tout le monde, lorsqu'on les cite, connaissent les plus évidentes, comme par exemple la sortie du ch'ti, une fois par an. Mais il y a un tas d'associations où nos jeunes vont apprendre à lire et à écrire, s'occupent de migrants, font des maraudes. Et on a beaucoup d'illustrations dans ce domaine-là. Mais quand je regarde le travail fait par Magdala, pas très loin de chez nous, par ATD Carmonde, par SOS Village d'enfants, ou encore par une association comme celle qui s'appelait Serra Roumani, que j'ai suivie depuis des décennies, on va dire. Autrefois, on voyait des orphelinats qui étaient dans un état catastrophique. Aujourd'hui, on voit des orphelinats modernes. Je me dis, en quelques 4 décennies, ça s'est complètement transformé. Parce qu'on met un peu nos forces en commun, du plus modeste à celui qui peut donner davantage, mais cette vie associative, elle est d'une richesse incommensurable. Tout ce que vous nous dites là, c'est que ce sont des illustrations empruntées à des domaines très très variés, mais quel sens ils ont? Quel sens donner à tout cela? Les humains sont nés pour vivre ensemble et aujourd'hui, de plus en plus, si les actions ne font pas sens, que ce soit nos aînés ou que ce soit nos jeunes, ils n'en ont plus envie. Et on voit bien, on peut dire tout ce qu'on veut des jeunes, ils ne sont pas plus mauvais que nous n'étions ou il y a 100 ans. Ils souhaitent donner du sens, mais c'est vrai aussi des jeunes professionnels, c'est vrai aussi des personnes qui avancent en âge et qui souhaitent donner du sens à leur vie. Et donc tout ce qui peut faire naître une flamme, y compris intergénérationnelle, ce qui n'est pas que simple, permet de donner du sens à cette vie. Sinon, à quoi ça sert ? Avoir de l'argent, être de plus en plus riche, manger de plus en plus, démolir de plus en plus les océans, ben ça, non. En moins d'un quart d'heure, vous êtes capable de nous rappeler les raisons d'espérer de manière tangible. Je vais me permettre, pour conclure, une dernière question, peut-être plus personnelle. Comment est-ce que vous faites pour déceler ces lueurs d'espérance sans vous laisser donc emporter par le flot du marasme ambiant? Comment est-ce que vous avez un détecteur inconscient qui vous fait attraper ces petites lueurs? J'ai la chance d'être née optimiste et je me dis que si nous avons été créés par un Dieu, il ne peut pas ne pas nous faire des clins d'œil en permanence. Un de nos professeurs avait écrit un jour un ouvrage et ça s'appelait « L'humour de Dieu ». Il nous attend à tous les tournants. Et on peut choisir de grinchonner en prenant le tournant ou d'essayer de faire quelque chose. Et il n'y a pas de petits gestes. Je voyais aussi un article récent sur un artiste fortement handicapé puisqu'il a la maladie des os de verre. Et en fait, il a décidé de développer son art à travers cette maladie parce que ça lui a donné d'autres formes artistiques, d'autres idées. Et donc, l'art, une maladie et un handicap peuvent se conjuguer. Ce qui veut dire que chacun, à notre mesure, nous pouvons faire quelque chose. Moyennant quoi, ça c'est optimiste. J'ai la chance d'être né optimiste, c'est peut-être ça qui me fait dire ça. Maintenant, je ne vous dirai pas qu'à certains moments, il y a quand même un petit moment de désespérance. Où allons-nous, Seigneur? Qu'est-ce que c'est que toutes ces guerres et ces enfants qui meurent sous les bombes et autres? Mais est-ce que l'on n'a pas à tenir les deux bouts de cette vie dont on peut penser qu'on découvrira les raisons pour lesquelles elle a été faite ainsi. Merci beaucoup Thérèse Lebrun. Avant de vous laisser, je lisais dans les nombreux articles que par exemple celui-ci disait « À l'heure où la retraite se profile, Thérèse Lebrun aspire à prendre soin des siens, à profiter de ses petits-enfants, à s'engager au service des plus pauvres et très certainement à continuer d'apprendre. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous allez continuer d'apprendre? Ah, c'est tout à fait vrai. J'ai envie de continuer à apprendre. Vous me demandiez comment je me nourris à travers beaucoup de lectures, à travers des articles depuis l'INSERM qui nous montrent les progrès médicaux, puisque j'ai la chance de toujours en recevoir la revue, jusqu'à la presse de tous les jours de notre région, parce que justement, c'est là qu'on trouve toutes ces pépites et qu'on se dit, si d'autres le font, je peux le faire aussi et je peux apporter ma pierre et en plus avoir à cœur que dans sa famille, et je suis gâtée de ce point de vue-là, la vie associative, le lien social, la vie familiale se poursuivent vraiment. Mais pas pour soi non plus, pas pour se servir entre nous, mais bien pour s'ouvrir aux autres. Merci d'être passé en direct sur RCF Hauts-de-France. Merci Michel.